Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Contre le soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine était dans la rue de Kinshasa. Elle a organisé un sit-in devant la représentation diplomatique du Rwanda, accréditée en République démocratique du Congo. Cédric Kenina pour les détails. Colère noire de tout un peuple qui illustre bien les ras-le-bol de la population congolaise face au retour des M23 soutenus par le Rwanda. Main dans la main, l'opposition républicaine met de côté toute considération et défend une cause, la patrie. Devant la foule, Maître Constant Mutamba, chef de file, pour fustiger ce soutien du Rwanda à ces mouvements terroristes. Nous sommes devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. En fait, par ce sit-in, nous avons voulu faire passer un message clair. C'est celui de l'unité nationale. C'est ce qui se passe au Kivu. Concerne c'est que le Congo restera indépendant. Aucun centimètre du Congo ne sera cédé au Rwanda. Nos mamans et l'Est ont besoin de la paix. Nos jeunes filles qui sont en train de violer et de tuer, ils ont besoin de la paix. C'est notre revendication aujourd'hui en ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là et nous allons nous faire entendre partout. Tout s'est fait sous l'encadrement de la police nationale congolaise. Rebelles de M23 à l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais se mobilisent derrière les FARDC comme un seul homme pour une fois dire non à cette tentative de déstabilisation. Pas la République démocratique du Congo, sans Goma, nous sommes en direct de la RTNC. Il est 13h30, l'heure du journal de la mi-journée. Merci de rester en position d'écoute. Bienvenue à tous. Les attaques du mouvement terroriste de M23 à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais accuse ouvertement les Rwandais d'être derrière ces attaques. Les porte-parole du gouvernement, celui de la police et de l'armée, étaient hier devant la presse. Le du gouvernement remercier tout le Congolais, partout où il se trouve, parce qu'il se sent mobilisé spontanément. Et d'ailleurs, au moment où nous commençons cet exercice, il y a des compatriotes qui sont à la gare centrale pour dire non à cette énième déstabilisation. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous en ferons davantage pour donner les signaux que vouloir la paix ne signifie pas être naïf, vouloir la paix ne signifie pas être prêt à tout tolérer. Mon général, je vais vous passer la parole parce que vous avez ce soir des cartes dans les deux extrémités. À travers ces cartes que le général vous expliquera, on va vous démontrer que les incidents que nous déplorons ont commencé à l'initiative du M23 qui, le 23 mai, s'est permis d'attaquer à la fois les forces onusiennes et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour vous donner une indication, et d'ailleurs, le commandant adjoint des forces des Nations Unies a reconnu qu'il disposait des armes sophistiquées. Et donc tout ce langage de dire qu'ils n'en ont pas, qu'il n'y a pas ceci, les faits les démontrent. Mon général, vous avez la parole pour nous expliquer la carte et pour nous faire l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale qui, 3 ans après, nous les a officiellement retournées et rendues. Et donc le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Comment il a eu les équipements avec lesquels il a commencé à mener des incursions à Tchanzu, à Mbouzi, autour du mont Sabinio. À Bunia, un groupe de militaires des FPIC vient de déposer les armes et de signer un acte d'engagement pour la paix et le développement, acte encouragé par ce que les FARDC déterminés plus que jamais à mettre hors état de nuire tout ennemi qui oserait franchir ses frontières. Image et commentaires.
en 2019, la milice FP, qui est plus connue sous le nom de Chinia Kilima, s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions si la population y adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril à Nyankoundé. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira, dont les représentants, le professeur Kato Bungi Shabaku, salue la collaboration du gouvernement militaire de l'Ituri pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Ituri appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin en Ituri. Nous avons salué cette attitude de nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça, jusqu'à déposer les armes. Au gouvernement militaire de l'Ituri de saluer cet engagement et de l'affirmer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons des grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumu, assurément, de gré ou de force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période de l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri pour son développement. Autre chose à présent, la culture du café, des cacao produits en Ituri, en République démocratique du Congo, doit profiter aux filles et fils de cette province. C'est la principale recommandation du gouverneur de l'Ituri à l'ouverture d'une réunion d'échange sur le processus de commercialisation de ces produits. Suivez ces reportages. La production et la commercialisation du café et cacao de l'Ituri sous l'administration militaire doit être bénéfique pour les fils et filles de la province. 2 milliers de tonnes de ces produits en grande valeur économique sont exportés à partir de Beni, dans le nord Kivu, et pourtant produits en territoire de Mambasa et Irumu, d'où il est temps de mettre de l'ordre dans ce secteur. Voilà ce qui justifie le début ce lundi d'une réunion d'échange de 2 jours regroupant les entreprises du secteur, les opérateurs économiques ainsi que le chef de service public de l'État. Occasion pour le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, qui a ouvert ses travaux, d'attirer l'attention des participants sur l'importance de cette réunion portée d'espoir pour le développement de l'Ituri. Les présentes assises sur les échanges et évaluations du processus enclenché, sur la commercialisation et l'exportation des cafés et cacao par la province de l'Ituri témoignent d'une part de ma volonté à matérialiser la vision du chef de l'État qui a décrété, je cite, la revanche du sol sur le sous-sol, fin de citation, et d'autre part la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des travaux antérieurs sur cette problématique qui, dans un proche avenir, représentera l'espoir de nos populations. Au président national de l'Association des exportateurs de café, cacao et d'autres produits agricoles d'exportation de la RDC de saluer les efforts de forces armées pour la sécurisation des zones de production quelquefois menacées par les groupes armés. Nous sollicitons l'appui du gouvernement provincial pour la sécurisation de ces zones et nous sollicitons aussi l'intervention des banques pour qu'elles s'installent dans les zones de production afin de rapprocher les producteurs des banques. Précisons que des résolutions assorties de ces travaux vont clôturer cette réunion, ceci en prévision de la campagne caféière et du cacao annoncée pour le mois d'octobre prochain.
La situation de la rivière Kasaï, autrefois polluée par des substances toxiques déversées à partir d'une usine angolaise, continue de préoccuper la population de la province du Kasaï. Les députés nationaux porte-parole de cette population pleurent en faveur de cette dernière. Image et commentaire. Août 2021. Les eaux de la rivière Chikapa et Kasaï changent de coloration. La santé de la population est mise en danger. Une société minière angolaise serait à l'origine. Le gouvernement congolais condamne l'acte. L'accès à la rivière est interdit. L'aide tarde à s'organiser. Nous souffrons, nous n'avons pas de choix. Je suis vendeuse des poissons, mon commerce ne marche plus. Des voix se lèvent pour demander une étude et l'élu national Guy Mafuta Kabongo, avocat, défend les victimes. Nous avons réuni plus de 7800 signatures. Nous avons assigné en justice une société angolaise qui est connue, Katoka Mining, en responsabilité civile. Nous aurons une conférence demain où des recherches scientifiques ont été opérées grâce à la collaboration de l'Université de Lubumbashi et de Louvain en Belgique. Là, il sera question de publier ou d'annoncer les résultats de cette pollution. L'indignation des victimes est sans appel. Elles attendent réparation. Le gouvernement angolais a mis à garde la société Katoka Mining qui a pollué. Chez nous au Congo, rien n'est fait. Là, ce qui est important dans cette conférence, c'est que nous avons invité non seulement le corps scientifique, mais aussi et surtout les décideurs. Sur une fibre patriotique, l'élu de Chikapa n'a pas manqué de lancer un appel de soutien au FRDC à la ligne de front. C'est le moment où nous devons tous parler le même langage, soutenir nos forces armées et également être autour du chef de l'État pour relever ce défi sécuritaire. Face à l'agression du pays, le peuple doit se mobiliser, quelles que soient les tendances, a-t-il conclu. Clôture à Kinshasa de la 28e conférence de directeurs des douanes à Kinshasa, un cadre qui a permis aux participants de renforcer leurs connaissances dans les domaines douaniers. Image et commentaires. La 28e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale, dirigée par l'Organisation mondiale des douanes, a vécu du 23 au 24 mai 2022 au Congo-Brazzaville. Le but poursuivi était de mûrir des réflexions afin d'aboutir à des recommandations pertinentes et concrètes liées à la transformation numérique en vue de relever ces secteurs sévèrement touchés par les effets du Covid-19 depuis près de 3 ans. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par les DG de la Direction générale des douanes et accises, Blandine Kawanda. Dès son retour à Kinshasa, ce dimanche 29 mai, elle a été accueillie au Beach Ngobila par les agents de la douane. Blandine Kawanda fait la restitution de cette conférence. Il était question de parler du plan stratégique régional dans lequel nous définissons les grands axes que nous devons développer avec les actions prioritaires à mener dans le but de réaliser les objectifs de modernisation de nos administrations douanières. Et ces objectifs se résument en la mobilisation des recettes, en la facilitation du commerce et puis à la numérisation et la protection de nos sociétés. Cette rencontre est une occasion pour les administrations douanières de se réformer en vue d'améliorer le climat des affaires. Les personnels de justice sont en atelier de formation sur comment mener une enquête sur les traites de personnes, séance présidée par la coordonnatrice de l'agence de prévention et de lutte contre les traites de personnes. Un reportage signé Edith Chala. L'objectif de cet atelier est de faire une mise à jour et de former les enquêteurs sur les indicateurs de la traite des personnes en République démocratique du Congo. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes a organisé lundi 30 mai 2022 au Cercle Elaïs le lancement de la session d'enquête et d'investigation avec l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, précisément les magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire. Tout procès pénal commence par une enquête et il y a des dénonciations qui sont faites. Il faut maintenant que nous ayons des personnes, des témoins, 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 des témo
donc des équipes qui maîtrisent les indicateurs et toutes les formes de la traite pour pouvoir mener des investigations et des enquêtes, constituer les dossiers pénals, le transmettre au parquet et le parquet transmettre, saisir les juridictions. C'est pour ça que nous avons voulu avoir dans la ville de Kinshasa la première équipe qui, après cette formation, va aller sur terrain. Les officiers du ministère public ainsi que les officiers de police judiciaire s'en sortent avec des capacités renforcées sur les enquêtes à mener sur le terrain concernant ce fléau de la traite de personnes en toutes ses facettes. La limitation du commerce illicite du tabac ainsi que zéro décès causé par le produit toxique parmi les recommandations issues de l'atelier sur le contrôle du tabac en République démocratique du Congo. Nana Nawej et Fiston Wavingana ont signé ces reportages. En République démocratique du Congo, notre pays, le tabagisme constitue un grand problème de santé publique. Les statistiques indiquent qu'il y a environ 1 milliard de fumeurs sur notre planète, dont près de 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Étant donné que cette situation alourdit les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement et ajoute une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles de notre planète. C'est particulièrement dangereux pour les pays en développement. Or, c'est là que la plus grande partie du tabac est produit, ce qui constitue une source d'appauvrissement global à la fois des familles et des pays. Chers compatriotes, selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En effet, plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. Ces personnes sont constituées de consommateurs, d'anciens consommateurs et de non-fumeurs exposés à la fumée de tabac, communément appelés fumeurs passifs. Il est regrettable de noter que la moitié des consommateurs réguliers actuels de tabac mourront demain d'une maladie liée au tabagisme. L'Assemblée générale des volontaires pour le bien-être familial appartient désormais au passé. Cette grande rencontre a eu comme retombée de nouveaux membres qui vont travailler pour le bien-être familial en République démocratique du Congo. Un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Élection des nouveaux animateurs des instances de gouvernance de l'Association pour le bien-être familial, naissance désirable à tous les niveaux, ces choses faites aujourd'hui. Les volontaires ont renouvelé leur confiance au docteur Pierrot Mbela, reconduit à la tête du comité exécutif national à l'issue des votes intervenus au bout de 4 jours des travaux de l'Assemblée générale qui s'est clôturée dimanche 29 mai à Kinshasa. Dans notre pays, il y a beaucoup de besoins en termes de sensibilisation, mais aussi d'offres de services de qualité sur la santé sexuelle et reproductive. Et l'ABFND est une des organisations qui est active déjà, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne couvrons pas toutes les provinces de la RDC. Ça, c'est les premiers défis que nous avons. C'est de faire de sorte que l'ABFND puisse être visible, pas seulement dans 11 provinces. Divine Labama, c'est elle qui tiendra désormais les rênes du mouvement d'action des jeunes pour les 3 prochaines années. Mon but est d'emmener le MAJ à un niveau vraiment très haut, de faire du mouvement d'action des jeunes une référence tant nationale que régionale. Bien de défis attendent cette nouvelle équipe qui devra compétir notamment pour la mobilisation des ressources en faveur de l'amélioration du bien-être des communautés à travers la République démocratique du Congo. Anser s'active à électrifier Ipano, un secteur du territoire d'Idiofa dans le Grand Bandundu. Des équipements solaires et électriques sont déjà acheminés dans cette partie de la République. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour les commentaires. C'est en bravant l'impossibilité des routes que le convoi de l'armée nationale transportant des matériels d'électrification est arrivé le samedi 28 mai dernier dans la soirée à Ipamou. Voilà l'état des routes.
Nous avons quitté Kinshasa, ça fait 2 jours, mais nous sommes déterminés à aller partout où nous allons rencontrer les gens pour électrifier les pays. Des propos rassurants pour les riverains qui attendent de voir l'électricité améliorer leurs conditions socio-économiques et de faciliter la tenue d'un événement grandiose ce dimanche 5 juin. Il s'agit de la clôture de l'année centenaire du diocèse d'Idiofa, dont la mission IPAMU abritera les activités festives en tant que berceau d'évangélisation dans cette partie de la province du Kwilu. À Idiofa, nous avons vraiment un programme. On va réhabiliter et augmenter la puissance. Il y a Kombilim, il y a eu Fanzondo et on va encore construire une centrale hydroélectrique en Punkulu Munim. En fait, je tiens à féliciter Monseigneur le vice-président de la CENCO, Monseigneur José, qui est vraiment un monsieur très déterminé à développer son coin ici. La fourniture du courant électrique se fera donc par le biais d'un opérateur privé. L'Agence nationale des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains en terre se veut donc un pilier dans la concrétisation du programme du chef de l'État qui s'est fixé l'objectif de développer les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans les Grands Bandundu, la diocèse d'Idiofa dans la province du Kwilu se prépare à célébrer les centenaires de son existence. À propos, une grande messe sera dite le dimanche 5 juin prochain à la cité d'Ipanu par le cardinal Fridolin Ambongo. Nicole Sessep pour les commentaires. La cité d'Ipamou est le berceau de l'évangélisation dans le diocèse d'Idiofa. Les premiers missionnaires blancs sont arrivés à Ipamou où ils donnaient les sacrements de baptême et de mariage à la population de ces coins du pays à l'époque coloniale. Plusieurs activités sont organisées en marge du centenaire du diocèse d'Idiofa qui coïncide aussi avec le centenaire de la paroisse mère d'Ipamou. Il s'agit notamment de la curie diocésaine d'Idiofa, un pèlerinage d'évangélisation dans les différentes paroisses de sa juridiction ecclésiale. Monseigneur José Moko Ekanga, vicaire épiscopal ainsi que secrétaire chancelier, est déterminé à valoriser la cité d'Ipamou pour son rôle aussi important dans l'évangélisation de la population. Au cardinal archevêque de Kinshasa et à tous les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, tous unanimement ont pris la résolution d'être présents à Ipamou. Et le 5, ça sera la célébration de notre centenaire. L'annonce du Christ, l'évangélisation du diocèse d'Idiofa a commencé à Ipamou en 1922. Et nous sommes en 2022, c'est donc 100 ans. Et c'est le cardinal qui va présider l'Eucharistie. Le centenaire de l'évangélisation est d'abord un événement spirituel. Nous devons l'accompagner. Le nom de Jésus a été annoncé la première fois à Ipamou. Nous avons beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés, beaucoup de mariés. Nous avons des prêtres, des religieux, religieuses, donc beaucoup de vocations. Notre diocèse est un diocèse de beaucoup de vocations et beaucoup d'œuvres de foi, de développement. À noter que le centenaire du diocèse d'Idiofa à la cité d'Ipamou est un motif de fierté pour les sœurs salésiennes de la Visitation. Nous sommes au four et au moulin en train de travailler durement pour accueillir nos hôtes qui vont arriver incessamment. Quelques-uns arrivent aujourd'hui et nous les attendons. Nous sommes fiers de fêter le centenaire à Ipamou. Poursuivons ces journaux avec ces images. L'on se croirait dans un pays dictatorial, mais plutôt cela se passe en République démocratique du Congo. Des journalistes de la RTNC, chaîne nationale station de Bukavu, ont été tabassés, molestés, pendant que ces derniers ne faisaient que leur travail. Les bourreaux et curieusement, un ministre provincial des médias, Jérémy Bassimana. C'est avec désolation et chagrin que les journalistes de la RTNC Bukavu ont constaté lundi le 30 mai l'occupation illégale de la résidence officielle du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu par 2 membres du gouvernement provincial. Cette résidence était pourtant octroyée depuis 1957 aux directeurs provinciaux de la RTNC Sud Kivu basés à Bukavu. Réhabilitée dans le cadre du partenariat public-privé, la résidence est aujourd'hui convoitée par les membres du gouvernement provincial, notamment les ministres provinciaux des communications et médias, M. Jérémy Bassimane Zirumana
et le commissariat général des petites moyennes entreprises et artisanat. La délégation syndicale de la RTNC Sud Kivu envisage des actions jusqu'au jour où la RTNC Bukavu récupérera la résidence du directeur provincial. C'est vraiment une surprise générale de voir que c'est l'État provincial, le gouvernement provincial qui est censé nous accompagner, et le paix qu'on a, c'est encore ce gouvernement provincial qui est en train de nous bâtir ça. Nous sommes des sinistrés après l'incendie de l'hôtel de Poste. On n'a même pas eu un petit papier, pour ne pas parler d'une rame de papier, provenant du ministère provincial de médias, en signe de compassion avec son média, parce que c'est le média public, mais c'est ce même ministère qui s'arroge les kilos de venir occuper illégalement ces bâtiments de la RTNC. Après l'incendie de l'hôtel de poste de Bukavu, où fonctionne la RTNC Bukavu dans des conditions difficiles, celle-ci n'a jamais reçu ni visite ni assistance du dit ministre des tutelles. En sit-in ce lundi 30 mai sur les lieux où se trouve cette résidence sur avenue Mbaki en commune d'Ibanda, les cadres et agents de la RTNC ont été brutalisés et même molestés par des éléments de l'ordre commis à la garde du dit ministre provincial. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste une préoccupation pour tout Congolais. Les acteurs de la société civile ont réfléchi sur les modalités d'appuyer des décisions du gouvernement et d'apporter assistance aux populations déplacées. Émilie Kaindo pour les détails. Tenus sous la coordination de la dynamique pour la cohésion sociale, les acteurs de la société civile, membres du cadre de concertation nationale, ont réfléchi sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays. Ces acteurs appuient les décisions du gouvernement et se sont engagés à soutenir nos forces armées. Ce avant de plaider pour la prise en charge sociale des populations déplacées des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Les acteurs ont salué avec force les mesures courageuses prises par le gouvernement au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 27 mai 2022. La DICO de province de Kinshasa invite les Congolais dans toutes les provinces et la diaspora à la solidarité avec nos frères et sœurs de l'Est. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.